Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce début de matinée de ce deuxième jour de congrès. Pour commencer, il me semble important de garder en tête et en mémoire et dans nos cœurs 4 membres qui ont été du comité central qui nous ont quittés depuis notre dernier congrès. Je voudrais donc d'abord commencer par rendre hommage à François Della Suda, François Nadiras, Gérard Boulanger et Paul-François Riziger. Ces 4 militants étaient des hommes engagés, des hommes qui ont donné à la Ligue, qui ont donné pour des causes. Rappelez notamment François sur la cause palestinienne, François Nadiras avec le superbe site de Toulon, Gérard Boulanger qui a si bien incarné en tant qu'avocat et en tant que ligueur la Gironde et plus largement, et Paul-François Riziger qui était avocat au Conseil d'État. Je voudrais tout de suite et sincèrement saluer toutes les ligueurs et toutes les ligueuses qui se sont donnés sans compter depuis 2 ans, comme ils le faisaient déjà avant. Merci. Merci car ce sont justement ces mobilisations sur le terrain qui donnent sa force et sa légitimité à la Ligue. Et j'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont été blessés, qui ont été ou qui sont menacés, ou qui sont actuellement aussi poursuivis parce que militants des droits. Nous sommes pleinement solidaires et nous sommes pleinement à leur côté, et là aussi, je voudrais leur rendre hommage. Ces derniers jours, c'était les commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Bel hommage de notre président de la République sur ces sacrifices extraordinaires qui ont abouti à la libération, à la fin du régime nazi et à cette tâche indélébile de l'histoire de France qu'était la collaboration. Nous qui sommes attachés à l'histoire et aux leçons qu'il faut en tirer, nous ne pouvons pas séparer ces moments héroïques de ce qu'ils ont permis. Je veux penser au Conseil national de la résistance et à tout ce qu'il a construit pour la liberté, pour les droits économiques et sociaux, pour la sécurité sociale, les services publics, les droits des femmes. Il a posé l'espoir et le progrès en horizon, avec l'égalité et la justice sociale posées en marqueur de l'action publique pour toutes et pour tous, à égalité de droits et de dignité. 75 ans après, on a Emmanuel Macron, qui est au pouvoir. Et avec lui, c'est la poursuite, l'accélération même, d'un détricotage en règle de ce que l'on appelait l'État-providence, mais plus fondamentalement de l'État de droit. Partout dans le monde, on constate ces reculs, avec le même alibi de l'antiterrorisme, avec l'incapacité et surtout la non-volonté des dirigeants de changer en profondeur un système capitaliste financier, ultralibéral, créateur d'injustice et d'inégalités croissantes, en même temps qu'il menace désormais l'avenir même de la planète, de l'humanité, à travers les dérèglements qu'il provoque sur les écosystèmes. L'insolente concentration des richesses s'accompagne partout de l'affaiblissement des dispositifs de redistribution des richesses et de solidarité, poussant maintenant dans la pauvreté, la précarité, le plus grand nombre. Ces pertes de protection et de perspectives d'amélioration des conditions de vie amplifient les insécurités sociales, les inquiétudes et la défiance envers les gouvernants, ébranlant par là notre démocratie. Partout, on voit la montée de forces populistes et autoritaires qui prônent des réponses démagogiques à court terme, sécuritaires, nationalistes ou d'exclusion, dont les étrangers et les migrants sont les premières victimes. La France est hélas au diapason de ces tendances mauvaises. La présidence d'Emmanuel Macron, qui s'est installée avec une déflagration du paysage politique encore non close, qui a balayé les partis traditionnels du gouvernement, ont été encore confirmées à ces dernières élections européennes. Des réformes technocratiques se sont succédées à un rythme forcené, adopté sans le temps réel de débat démocratique. Les atteintes aux acquis sociaux et de solidarité ont été accompagnées d'atteintes graves aux fondements essentiels à l'état de droit, déstabilisant l'équilibre des pouvoirs. S'y sont ajoutés
des reculs significatifs des droits fondamentaux, comme en matière d'asile ou dernièrement de manifestation. La logique du pouvoir, selon laquelle la fin décidée par l'exécutif justifierait tous les moyens et que l'efficacité technique espérée prime sur tout, est dangereuse. Elle conduit à considérer que la concertation, les garanties procédurales et les contre-pouvoirs seraient des entraves à l'urgence d'apporter des solutions. Il ouvre au contraire la violence et à l'arbitraire. Ces dérives autoritaires constatées, la logique de suspicion favorisée, la société de surveillance et de contrôle généralisé sont autant de graves coups portés aux libertés publiques et à l'égalité des droits, qui ne peuvent qu'inquiéter sur un changement de nature du régime et des institutions. Face à cela, la Ligue a tenu son rôle et s'est mobilisée par tous les moyens qui étaient à sa disposition. Elle a soutenu et pris sa part dans les différentes initiatives de contestation et de promotion des droits et libertés qui foisonnent sur le territoire, ce qui témoigne d'une vitalité démocratique toujours forte. En l'absence d'alternatives politiques convergentes, ces engagements militants au plus près des réalités sont positifs et prometteurs. Favoriser une citoyenneté sans exclusive et le débat contradictoire sont au cœur de la mission de la Ligue, car ce sont des leviers les plus puissants d'une démocratie vivante pour refonder du commun et apprécier l'intérêt général dans lequel chacune et chacun peut se projeter. Depuis 2 ans, nous avons agi autour de nos 3 résolutions que nous avions adoptées au de notre dernier congrès. Vive la démocratie, le racisme ne se divise pas et voter pour les droits et libertés. Alors, vive la démocratie. Quel bel appel qui reste plus que d'actualité et qui est plus que jamais à faire vivre. Le mouvement des Gilets jaunes est révélateur de mots anciens, non traités, et comme nous le disions, d'une démocratie à refonder. Lancé en novembre 2018, ce mouvement social a changé la donne. Une France jusque-là silencieuse s'est emparée des rues des grandes villes, des ronds-points, des péages, pour rendre visible sa détresse et sa colère. Parti d'appels individuels sur les réseaux sociaux, hors de toute organisation, il exprime un sentiment d'abandon, la peur du décrochage et de la précarité. Il dénonce un système public défaillant, ne supportant plus de payer plus pour avoir moins, comme une défiance absolue envers des pouvoirs en place, méprisants, hautains et incapables de comprendre des réalités devenues insupportables. Ce mouvement a changé la donne par son soutien populaire, en contestation d'une injustice sociale et fiscale croissante, en critique de choix technocratiques imposés d'en haut et en demande partagée d'une plus grande application aux décisions publiques qui les concernent. Ces mots sont en effet anciens, fruits de politiques constantes depuis des décennies, et les majorités qui les ont soutenues ont été régulièrement battues aux élections. C'est le témoignage d'un système politique à bout de souffle. Les dernières annonces du président de la République sur des réformes institutionnelles, qu'on aura appréciées dans le détail, ne sont pas à la mesure des enjeux. On risque de le payer très cher. La Ligue a très vite pointé la lourde responsabilité de l'exécutif dans ce face-à-face exclusif entre une partie du peuple et dans la tournure des violences qui ont été prises. C'est le résultat d'une méthode d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, avec une hyper-présidentialisation caricaturale du régime, martelant que son élection a été validée avec cette élection et que son programme l'a été, oubliant bien vite, au 2e tour, le rejet du Front National et de l'extrême droite. Il l'a accompagné de la marginalisation du dialogue civil et du dialogue social, et d'autisme face aux alertes des syndicats et des associations. Le gouvernement joue avec le feu. Il ne veut pas aller au-delà des concessions qu'il a déjà faites, largement insuffisantes, ni surtout interroger l'adhésion à ses choix. Dans ce climat de colère attisé, des groupuscules d'extrême droite et autres black blocs, encore ce week-end, infiltrent les rassemblements avec des débordements violents, rappelons-nous, des actes racistes, antisémites, sexistes, homophobes, comme des agressions de policiers, d'élus et de journalistes, dans un antiparlementarisme et un fantasme complotiste nauséabond. La Ligue a condamné toutes ces violences, tous ces actes et propos qui sont inexcusables. Mais ces violences sont autant inacceptables que celles
disproportionnée assénée par les forces de l'ordre. La Ligue a été et est, et Harry Halimi en est l'exemple, en première ligne pour dénoncer cette répression policière et judiciaire qui atteint des niveaux inégalés. Plus de 2000 blessés, des handicapés à vie, 10 000 interpellations, des milliers d'arrestations préventives, près de 2000 personnes condamnées et 800 l'ont été à des peines de prison. La justice va vite contre les manifestants, mais tarde à sanctionner des violences par des agents d'État, ce qui est plus que préoccupant. Au lieu de s'interroger sur l'échec patent de sa stratégie de maintien de l'ordre, le gouvernement cède à l'autoritarisme, ayant décrété que ces protestations de rue n'ont plus lieu d'être et instrumentalise ces violences pour justifier une spirale répressive et liberticide sans précédent. Une loi contre le droit de manifester a ainsi été adoptée en urgence, le ressucé de la loi anti-casseurs de sinistre mémoire, qui renforce encore une fois les pouvoirs des préfets en marginalisant la justice. La Ligue est pleinement engagée contre ces dérives qui alarment partout, au niveau national, la CNCDH, le Défenseur des droits, comme international, le Parlement européen, les commissaires aux droits de l'homme des Conseils de l'Europe et de l'ONU. Il faut être clair, on ne lâchera rien. Des procédures juridiques, des recours internationaux sont engagés, car le gouvernement ne veut rien entendre. M. Castaner reste droit dans ses bottes, alors qu'il porte une lourde responsabilité dans ce désordre public, dans ces violences, alors qu'il est en charge, au contraire, de l'ordre public. Nous devons et nous essaierons par tout moyen d'obtenir l'abandon des LBD, avec ces dizaines de gueules cassées de la répression policière. Et nous aurons un message cet après-midi que nous verrons ensemble. Nous avons à poursuivre cette dynamique que nous avons engagée avec le large appel signé par plus de 50 organisations, dont la CGT, et je voudrais encore saluer la présence hier du secrétaire général, Philippe Martinez, avec aussi la FSU, le SAF, le SM, des associations sociales, des associations d'environnement, de défense des droits, qui se sont ensemble mobilisés autour de la Ligue pour refuser cette loi scélérate. Et l'exécutif qui est ainsi renforcé avec encore le ministre de l'Intérieur et les préfets qui pourraient choisir qui aurait le droit de manifester ou pas et qui puissent ficher des opposants. Ces mesures liberticides, toujours proposées au nom de la sécurité, de l'ordre, voire de la paix civile, alimentent au contraire insécurité, désordre et tensions qui sont au cœur du contrat républicain, fragilisant notre démocratie, où s'amplifie le fossé entre des dirigeants avec ses privilégiés et une grande partie de la population précarisée. Les réponses à une telle crise sociale ne peuvent être et ne sont que politiques. Le grand débat, sorti du chapeau d'Emmanuel Macron, aura été une caricature de démocratie. Les conclusions annoncées sont tellement ridicules que, finalement, l'incendie de Notre-Dame les aura consumées. Qui s'en rappelle aujourd'hui? C'est au contraire des nouvelles lois sur l'hôpital, sur la fonction publique qui sont proposées. Et elles sont de la même veine que les précédentes. Moins de services publics, plus de précarité. Néanmoins, le grand débat a montré, comme d'ailleurs les dernières élections européennes, qu'il y a une disponibilité forte des citoyennes et des citoyens à être traités comme tels et qu'ils sont prêts à débattre sur des sujets complexes dès lors qu'on leur en donne l'occasion. La Ligue, là, a une place particulière et un fort potentiel de développement dans son rôle constituant de promotion de la citoyenneté. Pour poursuivre et approfondir cette réflexion collective ouverte hors des carcans imposés par l'exécutif et l'élargir notamment envers les plus précaires. Elle l'a engagé dans la période avec les enjeux sur les droits et libertés, totalement oubliés du questionnement présidentiel, comme d'ailleurs de manière plus regrettable de l'appel lancé à l'initiative de la CFDT et des associations sociales avec lesquelles nous avons à travailler. Je pense à l'UNIOPS et à la FAS. Nous en parlions avec le représentant de l'UNIOPS encore hier. La seconde résolution qui nous a guidés dans notre travail est celle sur le racisme. Hélas, depuis 2 ans, les forces centrifuges à l'œuvre se sont hélas poursuivies, rendant l'unité difficile
face à des actes et des propos racistes toujours plus fréquents, toujours trop banalisés. Nous avons régulièrement réagi, localement, nationalement, pour condamner tout fait, propos, actes racistes, antisémites et islamophobes, et pris à chaque fois que possible l'initiative de recours juridiques aux côtés des victimes ou contre des déclarations et pratiques illégales. Et là, nous allons être particulièrement attentifs à cette proposition de loi contre la cyberhaine proposée par Mme Avia et soutenue par le gouvernement, pour réaffirmer l'importance de sanctionner à la fois les abus, évidemment trop fréquents et impunis sur la toile, mais aussi garantir la liberté d'expression, tout en responsabilisant tous les hébergeurs et diffuseurs au respect des lois applicables en France. C'est important pour nous de rester vigilants justement sur la bonne application de la loi sur la presse, qui couvre de manière satisfaisante cet équilibre entre ces deux obligations, la liberté d'expression et de sanction des abus. C'est pourquoi nous nous opposons, en tant que Ligue et avec d'autres, à l'initiative prise publiquement par la LICRA de sortir de la loi contre le racisme, de sortir justement ces dispositions de la loi contre le racisme pour l'inscrire dans le code pénal. C'est une mauvaise idée, car elle risque au contraire de fragiliser la lutte contre tous les racismes en la rendant moins efficace. Cette divergence fait partie du débat, mais elle est regrettable qu'elle ait été ainsi posée sur la place publique sans que nous ayons pu en débattre ensemble. Maintenant, s'il peut y avoir des critiques de tel ou tel point de vue en matière d'antiracisme, il faut être clair, tout appel à la censure est inacceptable. Et ils se sont multipliés. On l'a vu venant d'associations communautaires ou féministes, comme contre des réunions non mixtes de personnes se vivant comme racisées, sur les débats sur le racisme d'État, des manifestations culturelles représentant les Noirs qui ont été censurées, empêchées, au prétexte d'apologie du blackface. On ne partage évidemment pas ces approches, mais on a constamment rappelé notre attachement au libre débat, à la liberté d'expression et de réunion, comme l'a exprimé aussi l'Observatoire des libertés de création en matière d'œuvres artistiques. Alors que l'extrême droite est virulente et que ces idées de haine se banalisent, la division est profondément mortifère, car ces affirmations identitaires et exclusives sont un mal injecté dans notre société. Rappeler constamment l'égale dignité et refuser tout essentialisme comme toute discrimination avec la même force est une nécessité. C'est ce que nous faisons avec Rome Europe pour faire tomber des préjugés séculaires envers les Roms, objet d'exactions sans grande émotion. Rappelons-nous cette folle rumeur de vol d'enfants en masse dernier, où les protestations n'ont pas été aussi virulentes que sur d'autres thèmes. C'est aussi notre engagement contre l'homophobie et la transphobie, dont les victimes d'agressions sont trop nombreuses, trop seules, et auprès desquelles la Ligue doit être plus présente. Justement, la Ligue se doit de poursuivre inlassablement et à tout niveau ses efforts pédagogiques et de sensibilisation sans hiérarchie entre ces horreurs. Animer des débats contradictoires, car il faut ce débat sur ces sujets complexes, mais tout en restant ferme sur le fait que le racisme est un délit, quelle qu'en soit la forme et la victime. C'est d'ailleurs ce que nous faisons en matière de lutte contre l'antisémitisme. Parce que nous sommes nés de l'affaire Dreyfus, la lutte contre l'antisémitisme est dans nos gènes. C'est ce que nous avons d'ailleurs rappelé dans le superbe colloque que nous avons fait à Paris en juin 2018 dans le cadre de notre centenaire, de l'affaire Dreyfus à l'antisémitisme d'aujourd'hui, pour ceux qui y étaient. La Ligue a confirmé son engagement historique devant ce fléau persistant au relais renouvelé, avec une intensité et une violence qui doit nous inquiéter. Ce combat n'est pas celui d'une communauté qui est légitimement très sensible et profondément meurtrie. Et d'ailleurs, il ne faut pas la laisser certains représentants de cette communauté tenter de s'en arroger l'exclusivité. Une personne insultée, agressée, assassinée en raison de son origine ou de sa religion, réelle ou supposée, et c'est l'humanité entière qui est atteinte, on doit le rappeler. Elle doit recevoir de toutes et de tous la même solidarité avec la même indignation. Aucun acte
aucun acte ne doit être passé sous silence. Tous doivent être réprimés pour ce qu'ils sont. Qu'ils s'expriment sur les murs, dans les rues ou sur les réseaux sociaux, la haine et l'encouragement à passer à l'acte sont intolérables. Laisser faire, banaliser, c'est accepter que chacun d'entre nous puisse l'être en raison de ce qu'il est ou supposé être. Tout le temps, partout, nous devons veiller à rassembler pour des condamnations unanimes et larges, des pouvoirs publics, des élus locaux, des médias, des associations antiracistes et de l'opinion, avec la même détermination face à chaque acte raciste, sauf à créer un sentiment d'injustice qui serait préjudiciable. Chaque racisme a évidemment ses spécificités et l'antisémitisme a une place singulière avec ses horreurs du XXe siècle. Et il faut en rappeler constamment l'histoire et la mémoire. Alors que des slogans d'extrême droite, on l'a vu, sont réapparus sur les murs ou que des quenelles sont soigneusement mises en scène à destination des médias. Une vigilance en la matière doit aussi être portée sur le refus d'assimilation du sort des Juifs français avec Israël. Là-dessus, le discours d'Emmanuel Macron et l'invitation, rappelez-vous, du Premier ministre Netanyahou à la cérémonie de la RAF du Veldiv de juillet 2017 est une grave confusion, une grave erreur, qui entretient justement l'approche essentialiste inacceptable du dirigeant israélien. Et c'est la même logique qui est à l'œuvre quand est mis un signe égal entre antisémitisme et antisionisme. C'est pourquoi on doit être particulièrement vigilant au projet de résolution qui va être débattu au Parlement français, comme le président de la République l'avait annoncé lors du dîner au CRIF en mars dernier, pour reprendre la définition de l'antisémitisme adoptée au Conseil européen. Être ou ne pas être favorable au sionisme, les critiques de la politique du gouvernement israélien, tout cela relève du débat public et doit rester libre. Mais attention, il faut aussi être sans aucune complaisance lorsque l'antisionisme sert de cache-sexe pour certains pour défendre la cause palestinienne, qui en fait vomissent une haine antisémite. La Ligue doit continuer à débattre avec tous, sans anathème, ni exclusive, mais non plus sans dissimuler les divergences. C'est ça le débat que nous devons animer. Les dérives communautaristes, le racisme identitaire, les intégrismes religieux sont des sujets que nous devons approfondir et creuser avec d'autres, comme l'instrumentalisation de l'islam et de sa place par des forces de division. C'est ce que nous faisons justement autour des débats sur la laïcité. Elle est trop souvent, trop tout le temps, utilisée pour stigmatiser l'islam. Certains allant jusqu'à décréter son incompatibilité avec la République, au mépris des millions de personnes de confession musulmane qui vivent en France en parfaite harmonie. Les polémiques là-dessus sont récurrentes et fortement médiatisées, à l'initiative de ces obsédés de l'islam politique, dans une vision complotiste. Si toutes les dérives sectaires et intégristes doivent être combattues, dans le cadre et la limite de la loi, la lutte nécessaire contre l'islamophobie est polluée par ce contexte défavorable. Un voile porté par une militante syndicale, étudiante, ou un voile mis en vente par une entreprise de tenue de sport déchaîne les passions, appelant à la censure, à l'interdiction, à l'intervention de l'État, au nom d'un féminisme et d'une laïcité d'exclusion. Si la critique est libre et fait partie du débat public, elle participe d'un vent mauvais, qui joue des valeurs d'unité nationale en tentant de détourner la laïcité de son objet, risquant d'en faire un dispositif d'exclusion, alors que, on le rappelle sans cesse avec Joël Bordet et avec Daniel Boitier, en responsabilité du groupe de travail laïcité, que c'est une loi de liberté qui impose au pouvoir public la garantie de l'égale liberté de croyance et de culte. Et là-dessus, le gouvernement n'est pas exempt de reproches. Certains de ses ministres participent même à ces polémiques et amalgament. Comment ne pas s'étonner, s'indigner, s'étouffer lorsque le président de la République s'adresse aux catholiques en tant que tel, appelant à réparer un lien abîmé entre l'Église et l'État. Là, il se fourvoie et sort de son rôle. Quand il impose dans le grand débat national, il tente de l'imposer, une question associant immigration et laïcité, là aussi,
il favorise des amalgames dangereux et pousse à la xénophobie. C'est pourquoi la réforme de la loi de 1905 qu'il envisage en vue de plus contrôler les institutions religieuses fait, et nous devons le dire, pointe en fait une religion en particulier. Et une nouvelle fois, c'est l'islam de France qui l'est. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, il souhaite organiser cet islam de France. Et ça, c'est contraire à la loi, à l'esprit de la loi de 1905 qui sépare l'Église, les églises et l'État. Toutes les associations et mouvements laïques s'opposent à ce projet de réforme de la loi de 1905. L'essentiel des mesures relevant plutôt de dispositions réglementaires et les délits qui sont envisagés sont déjà qualifiables dans le droit commun. Mais c'est surtout un risque par là d'ouvrir une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore parce que là aussi il ne faut pas cacher nos divisions entre les organisations laïques et il faut les nommer. C'est pour ça que nous avons des communications séparées, avec d'un côté ceux qui se retrouvent dans le printemps républicain, obsédés de l'islam politique, et de l'autre, la Ligue de la libre pensée, dont un des représentants est là aujourd'hui, avec la Ligue de l'enseignement, nous sommes au contraire à défendre la primauté de la liberté de conscience et de culte, avec la neutralité de l'État. La défense de la laïcité, dans le respect du texte et de l'esprit de 1905 est essentiel à la paix civile, à l'unité de la communauté nationale et la promotion de l'égalité réelle. Elle ne peut être instrumentalisée pour exclure ou stigmatiser. Il revient, et il faut que nous le rappelions constamment, à l'État d'être garant de cette liberté individuelle absolue, de conscience, de croire ou de ne pas croire, sans attiser les passions, ni favoriser les replis communautaires par des traitements qui seraient inégalitaires. Nous avons aussi, et c'est une des résolutions qui est présentée à ce congrès, à promouvoir plus largement le droit des femmes dans une société mixte. Vous avez noté, rappelons-nous, un mouvement mondial libérateur de paroles de femmes qui s'est élevé contre les violences dont elles sont victimes, de tout pays, dans toutes les religions, de tous âges, les mêmes témoignages d'agressions phallocrates régulières, vécues dans l'indifférence, voire l'habitude des abusés. L'ampleur du phénomène a permis une prise de conscience qui est salutaire, et on s'en félicite. Mais il faut le dire, et on le dira avec la résolution, le sexisme est un système insupportable. Ce monde d'hommes qui organise et tolère ces humiliations, ces féminicides, qui inverse les responsabilités et justifie par une nature qui l'arrange, ne peut et ne doit avoir d'avenir. La Ligue a depuis longtemps défendu et dénoncé une société patriarcale où la domination masculine astreint les femmes dans la minorité. Elle s'est jointe ainsi aux légitimes revendications d'égalité, de dignité et de justice et aux manifestations régulièrement organisées le 25 novembre et celles traditionnelles du 8 mars. Comme elle a soutenu toutes les protestations contre les atteintes au droit à l'IVG, que ce soit en France ou en Europe, je pense particulièrement en Pologne. Nous sommes attachés à ce droit de disposer de son corps et à un droit effectif à l'IVG. Nous restons là-dessus, il faut le dire et l'expliquer, favorables aux garanties légales apportées par la loi de 1975, avec une clause de conscience spécifique, c'est vrai, mais qui associe, sous peine de sanction, une orientation et une prise en charge sans délai, ce qui est une contrainte qui n'est pas posée par le code de déontologie médicale, qui n'est que d'ordre réglementaire. C'est un point de divergence que nous avons avec certaines associations féministes et ce qui demande sa suppression, qui serait au contraire un recul de la protection du droit à l'IVG. L'enjeu est aussi, en matière d'IVG justement, que les moyens accordés par l'État soient plus forts pour permettre un réel accès effectif, concret, des centres de soins et partout sur les territoires. Nous devons rester en matière de droits des femmes évidemment à l'offensive et agir sans relâche sur ce thème, mais avec notre voix singulière, pas dans une position seulement suiviste, mais apporter justement notre réflexion spécifique sur le sujet. Et là-dessus, notamment, ne pas accepter facilement cette vision qu'a celle du gouvernement et de Mme Schiappa qui se résume trop à une approche victimaire, avec la dernière loi qui allonge les délais de prescription, qui sanctionne le harcèlement de rue. Et on voit d'ailleurs que c'est une mesure plus symbolique qu'efficace quand sa mise en œuvre est délicate. Surtout, la sanction ne peut pas être une fin.
et surtout en matière de violence envers les femmes, lorsque la confiance entre la justice, avec la justice et la police n'est pas aujourd'hui rétablie. La question sur ces thèmes est évidemment d'éducation sociale. L'engagement pour une réelle égalité mérite d'être porté dans toutes ses dimensions pour faire évoluer les mentalités et les pratiques, en critique de toute forme de domination. L'école est évidemment l'espace dans lequel ces débats doivent être portés, interrogeant les représentations sexuées et sexistes, et plus largement le genre. Ce combat est évidemment celui de toutes et de tous, femmes et hommes, en évitant les écueils et la division. L'émergence d'une possible, on en parlait hier soir, guerre des sexes est à prévenir. Mais il est aussi nécessaire de refuser toute essentialisation, de part et d'autre, qui est contraire justement au principe que nous défendons d'égalité et la reconnaissance de la singularité de chaque femme, de chaque homme. Depuis 2 ans, on n'a pas ménagé nos efforts sur ce thème. Notre activité a été dense pour réinterroger notre logiciel avec l'Université d'automne sur l'universel et le colloque que nous avons tenu en février dernier sur les féminismes, qui a permis de faire le point justement sur leur diversité, sur leurs frictions, sur leurs contradictions. Et c'est pourquoi il est important d'affirmer à ce congrès une vision de la Ligue qui soit travaillée et qui a été travaillée d'ailleurs de manière originale, puisqu'on a ouvert avant même la résolution les sections sur ce sujet pour que nous nous réapproprions pleinement les concepts et les enjeux de cette problématique. Troisième et dernière résolution qui nous a aidé à guider notre action pendant 2 ans, c'est celle qui était relative aux droits et aux libertés. C'est à l'aune justement des enjeux environnementaux, nous en parlions hier, que les droits, que nos droits, sont à repenser. Les dérèglements du climat et la destruction accélérée de la biodiversité marquent de manière très visible les lourdes menaces sur l'avenir de la planète et avec elles, celle de l'humanité tout entière. Et c'est en cela que ça nous concerne. Les modes de production, de consommation, de déplacement sont à revoir d'urgence dans une transition écologique révolutionnaire. Cette transition, elle est évidemment à accompagner parce que face aux situations acquises par un système mondial productiviste, cette transition, elle est source de tensions qui frappent évidemment d'abord les plus faibles, les plus fragiles, les plus précaires. Cette dimension sociale et de redistribution est primordiale. Elle impose de repenser les biens communs, l'eau, l'air, la terre, à réinterroger la propriété, les responsabilités des États, des entreprises et des individus, et par là, donc, les droits fondamentaux de 7 milliards d'êtres humains qui aspirent à une vie digne et au progrès. La disparition des terres fertiles et des accès à l'eau, la concurrence exacerbée pour l'exploitation intensive de ressources naturelles génèrent des crises humanitaires majeures, des conflits, des guerres, et avec elles, des migrations massives de population. Les réfugiés climatiques sont aujourd'hui déjà des millions, obligeant et nous obligeant à regarder autrement les flux migratoires et à trouver des réponses nouvelles en termes de droits et de liberté. On a pris à bras-le-corps cette problématique avec le groupe de travail environnement et l'action croissante, on l'a vu, de nos sections, de vous, sur ces problématiques. On est impliqué sur l'affaire du siècle, la plainte contre l'État déposée par 4 associations, dont Greenpeace et Oxfam, avec lesquelles nous allons travailler dans notre prochaine université d'automne sur le thème justement environnement et droits fondamentaux. Et c'est l'occasion de réinterroger notre mandat pour mieux prendre en compte ces problématiques. On a, et vous l'avez fait, à prendre totalement notre place dans ces marches pour le climat, aux côtés d'une belle et forte mobilisation des jeunes, qui est réconfortante, qui est plutôt prometteuse. La Ligue a là une opportunité de dynamique nouvelle qui est à saisir sur tous les territoires. Notre action, après, je vais dire presque traditionnelle, en matière de droit, a été forte, évidemment, en matière d'asile et de droit sur les migrants. D'abord, il faut rappeler, ce que je viens de dire, que ces dérèglements climatiques et la raréfaction des ressources naturelles déstabilisent des pays entiers. Avec les guerres, les conflits régionaux, des centaines de millions de personnes fuient ces territoires hostiles, ce qui rend, et je pense que c'est une idée à creuser plus fortement, totalement inadaptée et confuse la distinction entre réfugiés
et migrants économiques. La liberté de circulation, le statut de réfugié politique posé par les traités internationaux est à repenser justement à l'aune de cette réalité durable. Si l'essentiel de ces flux migratoires concerne d'abord les pays riverains, de ces conflits et de ces crises environnementales, l'Europe, et il faut le rappeler, est un territoire d'espoir pour une faible part de ces migrants. Mais comment pouvons-nous accepter la situation que nous voyons? Nous avons eu de cesse, avec nos partenaires, de dénoncer les situations et les réponses indignes de l'Union européenne et l'égoïsme quasi général des pays membres, incapables d'autre réponse que celle de dispositions sécuritaires et d'évitement qui rendent le sort des migrants insupportable. Malgré les millions de morts en Méditerranée, les bateaux humanitaires errants dans l'attente d'un port, les conditions de vie épouvantables dans les pays où ils sont installés, je pense aux pays frontaliers de l'Europe, avec les révélations que nous avons vues en Libye, la crise de l'accueil des réfugiés reste entière et persiste. Les effets du règlement de Dublin, notamment, sont pervers et conduisent à l'abandon à leur sort de pays qui sont les premiers concernés, qui sont tous dépassés par leur situation. Mais quand l'absence de réponse amène, comme en Italie, à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Ce règlement est à abroger. Les problèmes, évidemment, sont attisés par ces discours xénophobes, agitant la menace d'une invasion intarissable, d'un grand remplacement, du terrorisme, et instrumentalisant le moindre fait divers pour jeter l'opprobre contre tous les réfugiés, décrits évidemment en barbares. Ils sont là, et nous sommes là avec eux, à combattre pour rappeler les faits et redonner à chacune et à chacun, à chaque femme, à chaque enfant, son histoire singulière et sa pleine humanité. Là-dessus, la France d'Emmanuel Macron a fait illusion quelques moments, avec dans un premier temps un discours humanitaire du président de la République, mais qui très vite a laissé la place à une réalité bien plus cynique et bien plus violente, avec, je le rappelle, la loi sur l'asile qui a été plus que restrictive, avec des mineurs non accompagnés traités en fraudeurs a priori sur leur minorité, avec l'explosion du nombre d'enfants en centre de rétention. Mais finalement, les intentions du gouvernement ont été claires lorsque le Premier ministre, en juillet 2017, a dit finalement ce qu'il entendait, faire de la dissuasion migratoire. Et que, ensuite, ça a été les dérapages sur les migrants qui seraient une menace sur notre culture. Et surtout, ce que nous vivons chaque jour, et je pense en effet, on l'a dit hier, à La Roya, à Calais et ailleurs, le harcèlement institutionnel, au mépris de tout droit, au mépris de toute dignité des personnes, avec des évacuations, des harcèlements, des tracasseries envers ceux et celles qui demandent l'accueil ici. Mais c'est aussi l'application croissante de ce délit de solidarité. La Ligue, à tous les niveaux, s'est fortement mobilisée pour défendre les droits de ces réfugiés et surtout aussi les droits de leur soutien. Il nous faut continuer à essayer de travailler sur l'offre d'un autre regard sur les migrations, avec une opinion publique qui est finalement bien plus ouverte que nos gouvernants et qui est capable en effet de comprendre comment cela peut se faire autrement. Et là-dessus, les mobilisations constatées, les actes de solidarité concrètes partout qu'on a vus sont des dynamiques intéressantes. Et la dynamique justement qui a été initiée avec les États généraux sur les migrations montre que nous avons là un potentiel pour pouvoir semer des graines plus positives. La Ligue, évidemment, devra continuer ses efforts avec ses partenaires pour faire changer radicalement ces politiques d'exclusion. Nous serons évidemment pleinement engagés sur ce sujet. La Ligue a aussi évidemment dénoncé l'instrumentalisation de l'immigration à l'occasion des débats qui ont été menés sur la lutte contre l'antiterrorisme. Que cela vienne de l'extrême droite, ça c'est pas surprenant. Mais leur reprise par la droite des Républicains, commençait aussi à s'y habituer. Mais lorsque ça vient aussi du gouvernement, là ça devient très préoccupant. La loi Asile-Immigration de septembre 2018 autorise de fait des contrôles aux faciès avec l'extension des contrôles administratifs d'identité. Partout, autour des gares, des ports, des aéroports,
C'est la moitié du territoire national qui est maintenant concerné. S'instaure comme ça une société du soupçon, une surveillance généralisée qui prend une ampleur affolante, avec une loi sur la sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme qui a repris en grande partie, nous l'avons dénoncé, les dispositions exceptionnelles de l'état d'urgence. Là, les libertés publiques en sont profondément atteintes et l'état de droit est fortement ébranlé. L'affaiblissement de l'autorité judiciaire au profit du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur, des préfets, déséquilibre durablement nos institutions et en change progressivement et par petites touches la nature. Le pouvoir politique d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, avec une extrême droite aux aguets, détient là des armes exorbitantes par la loi, sans contre-pouvoir, et une justice dessaisie de ses prérogatives de protection et de garante des libertés publiques. Et là, nous devons continuer et essayer d'obtenir que ce pouvoir soit désarmé. Malgré nos alertes, pourtant, et celles des institutions partout aussi nationales et internationales de défense de droit, le gouvernement est resté sourd dans une dérive autoritaire qui n'est pas perçue finalement à sa pleine mesure par l'opinion publique, qui semble laisser faire et ne se sentant pas individuellement concernés. Et pourtant, ce sont de plus en plus d'individus qui sont confrontés à la multiplication des contrôles et des délits, ce qui aboutit évidemment par l'engorgement de la justice et des prisons, et ce qui rend leur situation intenable. Avec les professionnels et avec les syndicats, la Ligue, évidemment, s'est opposée à la réforme de la justice, qui était notamment, encore une fois, faite sans concertation, mais qui, au nom d'une efficacité supposée, affaiblit les droits de la défense et en fait une administration d'abattage, faute évidemment des budgets nécessaires à une justice sereine et équitable, laissant sa place essentielle au contradictoire pour prévenir quoi? Pour prévenir l'arbitraire, ce sur quoi nous avons été créés il y a 120 ans. À cela s'ajoute la révision par ordonnance de l'ordonnance de 45 sur les mineurs, la contraventionnalisation de l'usage des stupéfiants, l'extension de la vidéosurveillance et des reconnaissances faciales et biométriques maintenant, avec des fichages tout azimut, la répression des mouvements sociaux, la pression, comme actuellement sur les journalistes d'investigation. Face à ces dérives dangereuses, le travail pédagogique est à amplifier, avec des partenaires qu'il nous faut mobiliser pour convaincre de l'importance de rétablir l'état de droit, avec des contre-pouvoirs forts et indépendants. Réaffirmer l'indivisibilité des droits, ce sont aussi des droits économiques et sociaux effectifs. Je disais hier en accueillant Philippe Martinez, Madeleine Rébériou, c'est une phrase que j'aime bien citer, rappelait que le chômage et la précarité tuent le citoyen. Les droits économiques et sociaux, évidemment, nous n'étions pas très... on savait qu'Emmanuel Macron allait partir dans ce sens-là, ont encore été affaiblis par des politiques ultralibérales. En 2 ans, les multiples mesures ont été adoptées visant à libéraliser l'économie, défaire le code du travail et réduire encore la place de l'État et des services publics, comme dernièrement en cassant le statut des fonctionnaires. Le seul qui est pleinement content, c'est le MEDEF. La priorité qui est donnée au premier de cordée est clairement assumée. On adepte de la théorie dite du ruissellement. Or, cette approche est destructrice des droits, des dispositifs de solidarité et de protection des salariés. Là aussi, les réserves et les oppositions des organisations syndicales sont balayées, qui se confirme le mépris du dialogue social. Les alertes, les critiques fortes des associations sociales, des associations humanitaires, des associations de défense de droits sont aussi écartées d'un revers de main. Cette attitude, évidemment, détériore profondément le climat social et attise les tensions. En témoigne, finalement, l'explosion des Gilets jaunes. Les mesures prises en réponse à ce mouvement, évidemment, ne répondent pas aux inégalités sociales et fiscales, et au contraire, les accroissent. Elles fragilisent les plus démunis et plus largement toute la population, en augmentant la précarité et l'insécurité sociale, dont premièrement aussi celle des femmes, comme avec la loi travail, qui revient sur des acquis protecteurs. La politique du logement, de fait, d'abandon du logement social public, est exemplaire de cette approche néfaste. Et nous aurons, avec les collectifs Alerte, avec le collectif des associations unies, avec la Fondation Abbé Pierre, à agir plus fortement sur ce terrain. Et d'ailleurs, ce sera à l'ordre du jour d'un prochain comité central et d'une réflexion et d'une position de la Ligue.
Ce sont, bien sûr, et on le rappelait hier avec Philippe Martinez, la destruction des services publics de proximité. Et là-dessus, il faut noter le remarquable rapport 2019 du Défenseur des droits, avec des services qui finalement, là aussi, éloignent le citoyen, éloignent les plus précaires de l'accès à ces services publics qui doivent pourtant être offerts à tous. C'est la même chose avec les regroupements des hôpitaux, des universités, mais surtout aussi la dématérialisation de toutes les procédures administratives, qui obligent finalement quoi? Aux individus à s'adapter, et donc finalement ne permettent pas à tous d'y accéder. À cela s'ajoute, et vous le vivez au quotidien, ces stratégies locales maintenant de chasse aux plus pauvres, avec les expulsions récurrentes des bidonvilles de Rome, les arrêtés anti-mendicité ou de regroupement sur la voie publique, des aménagements urbains empêchant l'installation statique des sans-abri. Autant de mesures locales que nous avons à dénoncer, contester. Et c'est un des sujets qui, je pense, pourra être utile pour les prochaines élections municipales, pour sortir de cette spirale infernale, de la chasse aux pauvres, de la sécurité publique partout, du contrôle partout. C'est justement avec l'ensemble de ce constat que nous avons encore plus besoin d'une ligue forte, d'une ligue à déployer pour une citoyenneté sociale, pour une citoyenneté totale, active, avec les mêmes droits et les mêmes libertés pour toutes et pour tous. Nous avons une place singulière dans le paysage associatif, parce que nous défendons et nous promouvons des idéaux à valeur universelle. Notre action est développée et doit s'alimenter de la réflexion à l'international, comme nous l'avons vu hier avec la FIDH, avec Euromed Droit, avec l'Association européenne des droits de l'homme, avec le Forum civique européen. Cette participation dans ces instances, dans ces organisations partenariales internationales, nous permet un éclairage mondial des enjeux posés, qui sont les mêmes à chaque pays. Nous permet évidemment de réagir au niveau international sur les actualités qui s'y posent, mais surtout aussi nous aider à intervenir plus fortement auprès des instances internationales et européennes, comme des gouvernements, et notamment contre le gouvernement français lorsqu'il s'écarte de l'égalité des droits. La Ligue a donc naturellement, je le disais hier, besoin de cet enrichissement. Et je pense que nous avons encore plus à faire vivre à tous les niveaux, notamment avec le groupe de travail Maghreb-Moyen-Orient que nous avons réactivé, avec la lettre Chine, avec la lettre Europe centrale qu'Alain Bouc et Eva Tartakovsky animent, animer le débat public sur ces choses. La semaine de la solidarité, Festisol, peut aussi permettre à sections d'organiser des événements et de s'emparer de ces préoccupations auprès justement de nouveaux publics qui peuvent être un peu différents de nos publics habituels. On l'a dit tout à l'heure, les questions environnementales et migratoires qui sont au cœur de l'actualité mondiale offrent et témoignent de nouvelles mobilisations citoyennes qui ne peuvent évidemment pas se résumer à une approche appréciée à l'échelle nationale. Avec tous ces sujets autour de ces problématiques qui sont les nôtres, il y a là un potentiel de militance renouvelée et de nouveaux partenaires qui offrent des opportunités qu'il nous revient de saisir. Comment? En allant au contact, en allant à la rencontre, en allant discuter, en allant réfléchir ensemble et proposer ensemble des initiatives adaptées. Après les élections européennes, on l'a vu, la poussée des mouvements nationalistes et populistes au Parlement européen, les effets durables du Brexit ne sont pas spécialement rassurants et pèseront naturellement sur l'avenir. Parce que dans chaque pays européen, nous le voyons, connaissent ces mêmes reculs des droits et des libertés, mais aussi les mêmes contestations populaires devant les injustices et les inégalités sociales, avec, et on doit le regretter, mais on doit agir à construire une alternative, que justement n'émerge pas pour l'instant d'alternative politique progressive. Mais on a, et heureusement, des mobilisations transnationales et européennes qui se font jour, avec des réseaux sociaux actifs. Je pense aux pétitions, aux rassemblements symboliques simultanés. Et la Ligue, en France et partout, doit y prendre sa place et s'en servir comme levier de débat et d'action. Parce que nous sommes généralistes. Notre tâche, on le disait et Henri Leclerc le rappelait, notre tâche est immense, ce que nous disions dans notre manifeste de 2000. La Ligue a donc, encore plus qu'hier, besoin de travailler avec des associations spécialisées, avec des collectifs thématiques et les syndicats, en apportant son approche d'indivisibilité et d'interdépendance des droits.
ainsi que d'équilibre des droits et des libertés. Sa force, c'est celle de permettre de faire des ponts entre des acteurs divers pour inscrire chaque combat dans une approche globale, politique et citoyenne. Son expertise, justement, est par là enrichie de ces rencontres, qui sont à penser parallèlement à son propre développement, par justement ce dont nous avons besoin, des forces militantes nouvelles. À cette fin, je pense que nous avons des partenariats privilégiés durables à renforcer, avec des structures nationales qui sont présentes sur l'ensemble des territoires, et ceci donc à déployer à tous les niveaux, en métropole comme en Outre-mer, pour justement des travaux au long cours et des expérimentations concrètes, comme en matière de formation, de réflexion partagée. Je pense avec la Ligue de l'enseignement sur la laïcité, je pense avec la CIMAD sur le droit des étrangers, je pense à l'UNIOPS et à la Fédération des associations sociales sur le travail social, je pense à la CGT sur, comme nous l'a invité son secrétaire général, sur les services publics et contre l'extrême droite. Et je pense évidemment sur les questions d'environnement avec Oxfam et Greenpeace, avec la prochaine université d'automne. Nous avons à décliner localement, partout, ces partenariats et engager partout et avec eux ces travaux au long cours. On doit aussi retrouver notre place au sein du mouvement associatif, vous savez, l'ancienne conférence permanente des coordinations associatives, pour poser les questions des enjeux de la liberté associative et du dialogue civil, et trouver là aussi les moyens d'alliances nouvelles, utiles à renforcer. De même, ça a été évoqué hier, l'apport de chercheurs, d'universitaires, de journalistes spécialisés est à rechercher, à solliciter, tant au niveau national, bien sûr, mais qu'au niveau local, car les intelligences sont sur tous les territoires. À l'exemple de ce qui a été fait, des remarquables journées d'études organisées sur l'environnement, la santé, l'agisme, et comme cela va être fait sur l'extrême droite. Nous ne pouvons évidemment pas tout faire, encore moins seuls, mais justement, il y a là à discuter ensemble, entre nous, de ce rôle d'ensemblier qu'a la Ligue ou que doit avoir la Ligue, et d'en faire, ensemble ou pas, un axe stratégique de développement, et de trouver par là les ressources et les compétences nécessaires pour ce faire. Notre atout et notre force indéniable pour sa reconnaissance, c'est notre présence sur tous les territoires, par nos sections, nos fédérations, nos régions. On a parlé hier, le rapport du secrétariat général montre nos forces, mais aussi nos faiblesses, dans un contexte d'évolution importante des formes d'engagement militant qui méritent une réflexion approfondie. La difficulté à poursuivre et à assumer, par exemple, les fonctions administratives de chacun des niveaux statutaires est réelle, conduisant à une absence organisée sur le terrain, souvent en dépit de personnes et de militants, d'adhérents ou de sympathisants sur ces territoires. La réflexion que nous avons engagée sur notre organisation montre que les solutions ne seront pas simples, mais que nous devrons nous adapter aux réalités locales, à partir de l'existant. Il nous faudra expérimenter, trouver l'échelon pertinent d'animation des actions et des campagnes qui sont à mener autant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, qui sont, il ne faut pas l'oublier et prendre la mesure aujourd'hui, des leviers incontestables de mobilisation et de sensibilisation. De la même façon, il faudra s'interroger, et nous l'aurons déjà fait, mais y répondre comment et où accueillir ces personnes qui veulent agir un temps sur un thème précis qui est aujourd'hui pas satisfaisamment traité. On l'a évoqué hier, l'enjeu de la formation des bénévoles, la formation des militants est important pour formaliser nos pratiques, car nous en avons plein et elles sont belles, pour former des animateurs capables de mobiliser des équipes et toutes les bonnes volontés. Là-dessus, justement, on a plein d'initiatives locales qui sont prises avec un succès remarquable. On en présentera plusieurs cet après-midi, que ce soit les concours de plaidoirie, que ce soit les observatoires des libertés et des pratiques policières. Et je veux vraiment appuyer là-dessus que nous avons besoin véritablement de les renforcer, car nous sommes, et Henri nous l'a rappelé, attendus sur ce terrain. Il nous faut donc les multiplier. Parallèlement, ça a été présenté par Jeff et Marina Jante notamment hier, le projet CQFD, Égalité pour les quartiers. C'est une expérimentation exemplaire, remarquable, avec des partenariats inédits de proximité. Il permet là un axe de développement remarquable sur des territoires sur lesquels nous ne sommes pas, nous ne sommes plus, et où lesquels nous sommes pourtant attendus. Et surtout, comme ça a été dit, cela permet de mettre en mouvement les habitants eux-mêmes
et par eux-mêmes. Il y a là, évidemment, un moyen pour la Ligue de donner corps à son ambition, à son objectif, d'être celle qui promeut la citoyenneté pour toutes et pour tous. Et ça veut dire qu'il nous faut repérer, qu'il nous faut accompagner justement ce bouillonnement d'initiatives positives qui se présentent sur les territoires, qui peuvent être légitimées, accompagnées par la renommée de la Ligue, et qui, par là, doit lui offrir un soutien effectif. Donc, vous l'aurez compris, notre travail est devant nous, il en est autant, on n'en manque pas. Les vents contraires sont puissants. On a ces vents contraires qui alimentent la haine, qui alimentent la violence, les guerres, les divisions de toutes sortes, et avec elles, des forces populistes, nationalistes, autoritaires, qui pourraient paraître désespérantes, car elles les instrumentalisent. Mais, heureusement, nous avons des voix qui s'élèvent pour les remettre fondamentalement en cause et ouvrir des voies démocratiques, solidaires, sociales et durables. Les mouvements de rébellion citoyenne d'ampleur grandissante se font jour, sur des bases saines, avec, en France et dans le monde, une jeunesse notamment, qui se mobilise, inquiète pour son avenir. Nous avons à prendre toute notre place dans cette dynamique pour penser et offrir un cadre, et un cadre à un futur qui n'est pas encore écrit. Sa rencontre, là aussi, directe, à tout niveau, avec ces porteurs de projets, d'une vision alternative du monde, et le soutien qu'on leur apportera aidera à notre propre développement et au rayonnement de notre action. Des débats de fond, évidemment, sont à poursuivre sur ces questions, qui interrogent notre rôle, notre mandat, notre organisation, nos priorités, dans ce contexte, que je le disais, d'engagement et d'expression militante en évolution. C'est le sens du travail que nous avons engagé sur l'avenir de la Ligue. Ce chantier, il est lancé sur 2 ans au moins, avec un temps fort qui sera prévu au prochain congrès de 2021. Avec, vous l'avez compris, une forme originale, itérative, de questionnement, comprenant des temps d'échange et de diagnostic partagés à tout niveau. Mais parallèlement, évidemment, nous allons poursuivre inlassablement notre action déterminée au quotidien d'animation du débat public, d'alerte et de dénonciation des atteintes aux droits et aux libertés, de contestation des dérives sécuritaires et des injustices. Nous aurons à favoriser, évidemment, les mobilisations les plus larges autour de propositions qui garantissent quoi? L'égalité réelle et la justice. Ces rapprochements seront utiles à imaginer, car nous en avons besoin, une alternative politique convergente qui jusqu'ici fait défaut, avec comme seule boussole l'égalité des droits, la promotion de la citoyenneté pour toutes et pour tous. Je vous remercie.